l'oscillation entre la dialectique et l'herméneutique. Nous avons vu le rôle déterminant du langage dans la constitution du discours vrai visé par la dialectique. La pensée ne peut devenir savoir que parce qu'elle est communicable. Or, ce même langage limite la pensée à prétention universelle, parce qu'il est un processus d'individuation à plusieurs niveaux, dont le plus singulier est celui de l'individu qui parle. Dans ce mouvement, l'herméneutique est doublement dépendante de la dialectique, selon que cette dernière est science de l'unité du savoir ou science de la construction du savoir. Dans le premier sens, le langage et sa complexion intellectuelle et naturelle montrent, dans le cours du développement de l'esprit, que si une synthèse dialectique entre nature et esprit est possible, c'est d'abord qu'elle inscrit dans une unité linguistique. Une remarque du cours sur l'herméneutique de 1832 l'énonce expressément. Tout discours ne peut être compris qu'au moyen de la connaissance de la vie historique globale à laquelle il appartient, ou par la connaissance de l'histoire qui le concerne. Mais c'est l'éthique qui est la science de l'histoire. Or, la langue a aussi son aspect naturel. Les différences de l'esprit humain sont également conditionnées par le physique de l'homme et de la terre. Ainsi, l'herméneutique ne s'enracine pas seulement dans l'éthique, mais également dans la physique. Mais l'éthique et la physique reconduisent à leur tour à la dialectique comme science de l'unité du savoir. Le texte, par lui-même lumineux, mérite quelques explications. Il permet d'inscrire herméneutique et dialectique dans toute l'ampleur du système, sans pour autant qu'on soit nécessairement amené à concevoir l'une comme la simple inversion de l'autre. Il montre en quoi il est difficile d'assigner à la dialectique, comme ailleurs à l'herméneutique, sa place dans la systématisation des sciences. L'herméneutique est ouvertement située dans le sillage de l'éthique, puisque son effort de comprendre et compréhension du déploiement des formes de l'esprit, de leur individualité, déploiement qui, dans sa diachronie, est histoire. Notre analyse de l'éthique herméneutique l'avait montré, sans y ancrer encore cependant, l'exigence historique de l'étude critique et philologique du discours, qui pourtant en découle et se révélera fondamental pour le développement de la pensée historique au XIXe siècle. Mais est remarquable dans le passage cité que l'existence du langage ne se fait que dans l'unité de l'esprit et de la nature. La langue a aussi son aspect naturel. C'est parce que l'herméneutique s'intéresse exclusivement au langage et à ce qui est produit dans la langue qu'elle doit remonter tant à ce qui relève de l'esprit qu'à ce qui relève de la nature, éthique et physique. En permettant la compréhension du contenu du discours, l'herméneutique est éthique, historique, puisque s'inscrivant dans le devenir de la raison. La raison ne s'incarne cependant qu'en des êtres finis, c'est-à-dire naturels. Et l'herméneutique renvoie ainsi à la dialectique comme science fondamentale qui effectue la synthèse entre l'esprit et la nature. Il convient donc de ne pas fonder l'herméneutique du seul côté de l'éthique, puisque la relativisation du savoir à laquelle elle est confrontée tient principalement les caractéristiques de sa finitude, de son fondement naturel. L'herméneutique gagne ainsi elle aussi un statut fondamental et ne se limite pas à être un simple auxiliaire de l'éthique comme par exemple la pédagogie. Ce qui est ici est à souligner, c'est que la dialectique dont il est question n'est pas la technique dialectique de la seconde partie de la dialectique. La partie à laquelle renvoie ici l'herméneutique est explicitement la dialectique en son aspect transcendantal, ce qui lui confère un statut autre que celui de simple Kunstlehre. De cette dernière, nous allons le voir, on concevait facilement qu'elle devait avoir un rapport avec l'herméneutique comme ses conséquences directes de la place de la dialectique dans le système de Schleiermacher. Le second rapport entre dialectique et herméneutique repose sur la constitution même du discours. Si l'on se réfère toujours à la dernière version du cours de Schleiermacher, le cours de 1832 rendu par Leque, on trouve un passage capital qui éclaire le paragraphe 4 de l'abrégé de 1819. Que l'herméneutique aille avec la grammaire se fonde sur le fait que tout discours n'est saisi qu'avec présupposition de la compréhension de la langue. Toutes deux ont affaire à la langue. Cela conduit à l'unité de parler et de penser, le langage étant la manière pour la pensée d'être effective, car il n'y a pas de pensée sans discours. L'énonciation des mots ne se rapporte qu'à la présence d'un autre et est, dans cette mesure, contingente. Mais personne ne peut penser sans mots. Sans mots, la pensée n'est pas encore achevée ni claire. Or, puisque l'herméneutique doit mener à la compréhension du contenu de pensée, mais que le contenu de pensée n'est effectif qu'à travers le langage, alors l'herméneutique repose sur la grammaire comme connaissance du langage.
Si nous considérons à présent la pensée dans l'acte de la communication par le langage, qui est précisément la médiation en vue de la communauté du pensée, alors elle n'a pas d'autre tendance que de produire le savoir, comme étant commun à tous. De là résulte le rapport commun de la grammaire et de l'herméneutique à la dialectique, comme science de l'unité du savoir, dans la mesure où la dialectique, en sa partie technique, n'est au fond qu'une logique, c'est-à-dire selon la définition de la logique de Port-Royal, un art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses. Cet art de pensée, qui est philosophie, le rapport entre dialectique et herméneutique ne semble pas poser de problème. Discourir, dit Schleiermacher, n'est que la face externe du pensée, et comprendre le discours, ce à quoi vise l'interprétation, exige bien évidemment la connaissance de la procédure de la pensée visant le savoir, ce qui rend compte du lien entre herméneutique et rhétorique, tout acte de comprendre étant l'inversion d'un acte de discours. Cette procédure est décrite, analysée et réglée dans la partie technique de la dialectique, qui doit nécessairement précéder la rhétorique comme art de la présentation des discours. Les titres de la partie technique de la dialectique à eux seuls l'indiquent. Il s'agit de la construction du savoir en soi, qui compte une théorie de la formation des concepts et une théorie de la formation des jugements, ainsi que de la combinaison opérée par les procédés complémentaires que sont l'heuristique et l'architectonique. Voilà pourquoi c'est la dialectique qui conditionne la communication. L'échange des idées, la facilité de toute compréhension dépend d'elle, même si la compréhension effective est toujours l'œuvre de l'herméneutique. On peut donc distinguer dans la théorie de la science, que constituent ensemble la dialectique et l'herméneutique, deux niveaux, celui de la compréhension et celui du savoir. La succession de ces étapes est ce qui permet de rendre compte de la construction même du savoir dans l'interaction de l'herméneutique et de la dialectique. Si la dialectique vise la construction du savoir et que tout savoir appelle une manifestation linguistique, le but de la démarche dialectique est la constitution d'un discours. Ce discours, comme tout discours, a principalement une détermination dialogique, puisqu'il doit être compris. Lié à la langue, le discours est individualisé, ce qu'effectue le jugement. Si la dialectique vise l'unité du savoir, il faut que le discours de l'un puisse devenir le discours de l'autre. Toute construction de discours a ainsi, nous l'avons vu, un caractère dialectique et dialogique, en ce que l'auteur inévitablement s'adresse à ses lecteurs potentiels. Et c'est là aussi, nous l'avions vu, le rapport entre l'affirmation de soi de l'auteur du discours et la relation à la communauté qui tient à son caractère dialogique, qui fait de tout discours un élément éthique, la particularité la plus forte étant toujours unie à la communauté. Tout discours s'engage dans un processus d'intercompréhension. On saisit donc que la dialectique appelle la rhétorique, l'art de parler, qui donne au discours une figure s'offrant à d'autres. À ce niveau intervient l'individu, qui participe à la configuration du savoir, mais cette participation, par laquelle seul un savoir est effectif, en même temps imprime à ce dernier l'indice de son historicité individuelle. Car partout il y a construction d'un fini déterminé à partir d'un infini indéterminé. Jamais l'infini n'échappe à sa finitisation par l'individuation. Non seulement parce que dans un discours, chaque élément peut être déterminé d'une façon particulière par les autres, mais encore parce que l'intuition de l'individuel est infinie. Dès lors, l'herméneutique, comme art de comprendre, est requise en retour. La constitution même du discours appelle l'herméneutique, qui devient elle aussi constitutive, puisque la formation dépend de l'interprétation. L'individu, dans sa spontanéité, irrémédiablement interprète en constituant le sens. L'auteur du texte en est, par son vouloir dire, par sa volonté de signifier, le premier interprète. Sa volonté est d'être compris. Se faire comprendre est donc d'abord se rendre compréhensible. Et la simple narration se trouve ainsi secondée par une ébauche d'interprétation fondée sur cette volonté, qui est donc elle aussi constitutive du discours. En 1809-10, Schleiermacher formule élégamment l'impératif pour l'auteur du discours d'indiquer ce qu'il veut dire, d'inscrire son interprétation dans son discours. La main et son index doivent se trouver quelque part. La dialectique, en son caractère dialogique, trouve donc son complément naturel et essentiel dans l'herméneutique. Les deux sont interdépendantes. La dialectique doit se concrétiser en discours, et l'herméneutique cherche à dépasser l'irrationalité, l'individualité qui le caractérise.
L'herméneutique est donc ce qui doit permettre de dépasser la relativité de la pensée, sans pour autant succomber à l'illusion de l'universalité, puisque précisément elle tient compte de l'irréductibilité de l'individualité de tout discours. L'herméneutique, qui présuppose l'identité de la raison, c'est-à-dire la possibilité d'être compris, et, comme le dit Schleiermacher, la digue contre la tendance sceptique qui aimerait l'irrationalité la présenter comme illimitée. C'est en cet unique point que Schleiermacher inscrit explicitement la dépendance de la dialectique à l'égard de l'herméneutique. Ce qui est d'autant plus remarquable que l'interprétation y est associée, non pas à la diversité irréductible des discours à laquelle les Nietzschéens nous ont habitués, mais tout au contraire à une force qui atteste et accomplit l'unité de la raison. Pour préciser ce rapport entre dialectique et herméneutique, il convient de se rapporter un peu plus longtemps au cours de 1818 sur la dialectique rendu par Jonas, et qui sur ce point est explicite. Tout art de l'interprétation consiste à proprement parler à découvrir dans le domaine le plus individuel de la pensée des auxiliaires, dans l'enchaînement même de tout discours, afin de résoudre les éléments singuliers différents dans une pensée commune. La conscience claire de la formation des concepts comme quelque chose de commun dans la même langue dépend entièrement de l'art de résoudre parfaitement dans une pensée identique l'usage de la langue comme acte, et de l'art d'éliminer toutes les différences, donc de l'art de reconstruire intégralement le discours ou les cris d'un homme. Cela ne peut certes bénéficier toujours que d'une certitude approximative, mais elle doit à chaque fois avoir celle que précisément est requise. De cette manière, nous pouvons dominer au moyen de l'art de l'interprétation et de la traduction la relativité de la pensée, et non pas seulement la mener en général à coïncider avec l'idée du savoir, mais encore réaliser l'idée du savoir nonobstant la différence de chaque cas singulier. La manière dont l'art de l'interprétation et l'art de la traduction sont à leur tour dépendants du procédé dialectique, conforme à l'art, est claire par ailleurs. Il y a une parfaite action réciproque entre les deux, qui n'est pas circularité stérile, mais la clarté se développant progressivement et devenant transparente à elle-même dans la pensée. Le langage n'est qu'à travers la pensée et inversement. Les deux ne peuvent donc se parfaire que l'un par l'autre. L'art de l'interprétation et l'art de la traduction sont résolution de la langue dans la pensée. La dialectique est la résolution de la pensée dans la langue accompagnée d'une entente parfaite, parce qu'avec elle on a toujours en vue la perfection suprême, l'idée du savoir. Il a pair de cela que les deux ne deviennent qu'ensemble. Ce passage un peu long mais capital nous semblait devoir être présenté dans son intégralité à qui veut saisir l'herméneutique en sa perspective philosophique chez Schleiermacher. L'herméneutique, qui a affaire à des discours qui ont un contenu et en cela visant un savoir, se meut dans le domaine de la relativité, et c'est au cœur de ce champ du langage qu'elle forge les moyens de la dépasser. Elle tient compte de l'individualité et de l'historicité, et c'est uniquement grâce à elle que la dialectique sera en mesure de produire un discours présentant un savoir pouvant être compris, niant par là l'isolement de la simple irrationalité. Mais tenir compte de l'individualité signifiera participer à sa constitution. Je ne peux pas m'approprier de singulier le singulier étranger, mais je dois le reconstruire dans la formation étrangère des concepts, dit la dialectique de 1811, renvoyant aussi immédiatement à l'herméneutique. La structure sous-jacente au rapport entre dialectique et herméneutique est celle qui réunit et renvoie l'un à l'autre le langage et la pensée. L'oscillation entre ces deux pôles institue le champ de ces rapports, de même que la pensée appelle le langage dans lequel elle s'achève. De même, la dialectique appelle l'herméneutique, puisque le savoir se présente dans le discours. Et de même que le langage appelle la pensée, dont il n'est rien d'autre que la présentation. De même, l'herméneutique appelle la dialectique, car la compréhension exige la connaissance. Il faut l'identité de la pensée ou de la dialectique pour comprendre la différence présentée par le langage ou l'herméneutique, de même qu'inversement, l'identité ne se comprend qu'à partir de la différence. L'herméneutique conduit le langage vers la pensée, la dialectique et la pensée vers le langage. Le cercle dialectique-herméneutique comprend donc en lui le cercle pensée-parlée. Il n'est pas le cercle pensée-parlée, mais l'épouse dans la mesure où ce dernier est son objet. Il en est, si l'on peut dire, la métathéorie, qui en même temps est son fondement, puisque dialectique et herméneutique présentent les principes mis en œuvre pour
parler et penser à proprement parler. Cette complémentarité n'est enfin que l'expression de la nécessité du moment critique, puisque c'est en lui que la différence ou l'irrationalité qui habite la pensée devient elle-même un objet de savoir, ce qui ne signifie pas que le savoir de la différence, par là même, la supprime et rend caduque la critique. L'historicité et l'individualité du savoir restent incontournables en l'homme cherchant à penser vrai. Ces quelques réflexions permettent de préciser l'objet de l'herméneutique que nous avions délimité comme discours. Herméneutique et philosophique lorsqu'elle a affaire à de la pensée pure, non pas simplement pragmatique ou esthétique. L'herméneutique est alors une méthode qui s'applique à ce que produit la dialectique, le savoir sous la forme finie du discours. Si la dialectique est théorie du savoir, l'herméneutique s'interroge sur l'effectivité de ce savoir qui jamais n'est absolu ou en soi, mais se rencontre toujours comme historique et individuel, c'est-à-dire comme fini. On peut dire alors, ce qui n'est pas immédiatement patent, que l'herméneutique est l'avocat de l'irréductibilité de la différence, de l'individuel, en même temps que ce sont là précisément les caractéristiques auxquelles elle s'attaque et qu'elle tente de dissoudre dans la pensée. Car, pour saisir le propre de la pensée, elle montre comment l'individuel participe à une structure universelle et elle complète ainsi dans la compréhension de soi un processus d'individuation où l'individualité prend conscience d'elle-même comme individualité. En ce sens, et c'était là la signification de nos réflexions sur l'éthique herméneutique, l'herméneutique témoigne de l'énergie qui habite le processus dialectique de la construction et de la communication de la pensée, en même temps qu'elle atteste l'existence individuelle. Les commencements gigantesques de l'enfance en sont le miroir. Pour l'homme rationnel et fini, la compréhension est un moment constitutif de la connaissance, et ce n'est que dans l'interaction entre compréhension et connaissance que le savoir se constitue. Il faut donc ici remarquer la particularité et la centralité de l'herméneutique dans une perspective philosophique, car on retrouve en elle l'oscillation entière de la philosophie de Schleiermacher. Dans l'herméneutique apparaissent les deux pôles de l'individualité et de la communauté qu'elle contribue à constituer tous deux. Elle reconnaît l'individualité et en même temps, par la constitution même de cette individualité devenue transparente à elle-même, elle œuvre à la possible communauté dialectique. Éthique et existence. La catégorie du conflit et le dialogue. L'herméneutique reconduit donc vers la dialectique dont elle n'est pas qu'une propédeutique. Son caractère fondamental tient à l'historicité de tout savoir et de toute exposition, ainsi qu'à l'individualité des sujets. La dialectique ne prend toute sa mesure que lorsqu'on est bien pénétré de la relativité du savoir, c'est-à-dire lorsqu'on est convaincu de la nécessité principielle et non pas accidentelle de l'herméneutique dans sa richesse éthique et dialectique. Ce n'est que sur ce fond qu'elle développe l'une de ses catégories fondamentales, celle du conflit. La perspective éthique, présente très tôt dès 1804-5, réapparaît de manière systématique dans la dernière introduction à la dialectique, celle qui était destinée à la publication, empêchée par la mort de Schleiermacher en 1834. C'est à ce retour de l'éthique dans la dialectique que nous allons nous intéresser maintenant. Le concept de conflit y est central et figure comme point de départ absolu du dialogue qui doit permettre la construction de la pensée vraie. Plus même, le conflit est la forme propre de la conduite du dialogue, proprement dit dans le domaine de la pensée pure, la présupposition de toute dialectique. On le comprendra d'autant mieux que nous avons déjà exposé des aspects essentiels de la dialectique. Le point de départ de cette introduction à la dialectique est kantien, c'est celui du constat du champ de bataille de la métaphysique, d'un conflit généralisé en matière de philosophie. Les philosophies semblent posées dans un combat sans merci, auquel aucune d'entre elles, ni aucune théorie de la science, n'a su mettre un terme. C'est pourquoi Schleiermacher propose de prendre le chemin inverse, à savoir, au lieu d'établir une science du savoir dans l'espoir de mettre ainsi par lui-même un terme au conflit, il s'agit à présent d'établir une technique, Kunstlehre, du conflit, dans l'espoir de parvenir à des bases communes pour le savoir. C'est là un point à partir duquel l'ancienne philosophie a déjà une fois initié son cours, mais qu'elle semble avoir abandonné trop tôt. Un autre brouillon de cette introduction montre que Schleiermacher a en vue la critique du commencement des systèmes philosophiques. Il récuse explicitement Spinoza et, ce qui est plus rare, Hegel, avant de conclure. Il serait donc bon de laisser reposer encore l'entreprise cherchant à établir le savoir comme système.
Il ne s'agit donc pas d'établir le savoir comme système, mais d'élaborer la méthode d'accession au savoir comme technique de maîtrise des conflits. L'herméneutique est pour une telle démarche une prémisse fondamentale. Le conflit, en effet, présuppose la compréhension et ses limites mêmes vont hypothéquer la dialectique et élaborer une méthode dialectique en dépit de son échec probable. Telle est l'éthique dialectique, car l'échec, en effet, n'est pas simplement possible. L'incontournable relativité de la pensée liée à l'individualité du sujet parlant et pensant rend l'accord comme parfaite coïncidence improbable. La dialectique, cependant, veut avoir malgré tout, sans sombrer dans l'indifférence sceptique. Car si la conduite du dialogue entre plusieurs devait avoir pour résultat que chacun, pensant différemment, dût rester toujours ainsi, elle aurait conduit à un rejet sceptique et le procédé dialectique se serait anéanti de lui-même. L'idée d'un accomplissement de l'esprit serait inutile. Le mouvement général peut se résumer comme suit. Il s'agit dans la dialectique, comme recherche conflictuelle et dialogique de la vérité, de partir d'une différence dans la pensée en son rapport à l'être qui, mu par la volonté de savoir, cherche à être dépassé en établissant une entente. Il faut surmonter les représentations en conflit pour établir le savoir. On vise un terme, une fin du conflit, où ce qui était précisément pensé différemment par plusieurs est désormais pensé uniment par les mêmes. Ce n'est là, bien entendu, qu'une reprise de la définition de la dialectique déjà rencontrée en 1805 dans le brouillon sur l'éthique et dans la dialectique de 1814. C'est pourquoi il est juste de reprendre le nom de dialectique qui est en vérité art de l'échange de pensée à partir d'une différence dans la pensée, sans quoi il n'y a pas d'échange jusqu'à l'accord, sans quoi il n'y a pas de fin. La dialectique s'étend donc dans un entre-deux, dans cet espace intermédiaire où la pensée pure et le fait, tat sake, de la volonté de savoir sont déjà en activité, mais où le savoir n'est pas encore achevé, tat sare. La maîtrise en ce domaine s'affirme par la technique suivant laquelle il est nécessaire d'opérer pour venir à bout d'un conflit chaque fois qu'il se présente. Et il faut noter que l'idée ici directrice est celle de la vérité. Ce n'est qu'en son nom qu'il ne faut pas tolérer la simple juxtaposition de pensées qui, ne prétendant qu'au sens, ne seraient que des interprétations sans prétention à une validité universelle. Schleiermacher connaît l'objection relativiste qui se présente comme un humanisme. Ne pouvons-nous pas concevoir une autre fin au conflit? Pourquoi ne serait-il pas préférable de penser différemment, car il faut bien penser partout, et il est davantage pensé quand plusieurs pensent des choses différentes plutôt que la même chose. Schleiermacher écrit « Ce qui est un impératif éthique, überall soll gedacht werden ». À ces interrogations, il n'y a qu'une seule réponse. Tout effort de pensée est ancré dans l'idée de vérité qui règle la communication argumentive rationnelle et qui trouve la richesse non pas dans le nombre des arguments, mais dans leur pertinence, qui fait que l'on peut être dépassé par l'autre. Ce qui ne signifie pas pour autant que Schleiermacher récuse toute diversité. Il l'affirme au contraire clairement, par exemple lorsqu'il se dresse contre l'exclusivité d'une langue universelle. Il préfère fondamentalement, et non pas de manière contingente en raison de la diversité factuelle des langues, conserver la richesse des conceptions du monde, de la nature et de l'histoire que chaque langue édifie. Il écrit sans ambiguïté quant à la prétention de la dialectique à la validité universelle. Nous ne renonçons pourtant pas à une telle validité universelle en raison de la seule insuffisance de nos moyens, mais quand bien même nous sauverions par là notre exigence, nous ne tiendrons en aucun cas cela pour une amélioration, s'il n'y avait qu'une seule langue pour tous, car ce ne sont que toutes ces modifications prises ensemble qui épuisent l'esprit humain, et voir le même système de formules étendre partout sa validité serait un piètre gain au regard de la tâche bien plus riche consistant à rapprocher autant que possible les unes des autres les diverses méthodes se formant en divers lieux et de ne les rapporter les unes aux autres de sorte que le fondement commun à toutes soit manifeste et que chaque langue, partant d'une autre particularité spirituelle, doit contempler une autre nature et une autre histoire. Mais le fondement commun à toutes les langues, l'unité de la raison, reste toujours affirmé. La diversité n'a de sens pour Schleiermacher que dans l'unité de la raison qui fait l'humanité.